Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi 25 janvier. Mobilisation de l'UMP contre l'euthanasie. La proposition de loi arrive en débat ce soir, mais il ne reste plus grand-chose du texte initial de la Commission des Affaires sociales. Face à face tout à l'heure sur ce plateau, Monseigneur Potvin, porte-parole des évêques de France, et Monique Vézinet, présidente de l'Union des familles laïques. Mobilisation de la rue arabe, est-ce un effet de la contagion souvent évoquée? Manifestation aujourd'hui au Caire contre Hosni Moubarak. Poursuite de la contestation en Tunisie, mais pour la première fois dans la rue, un face-à-face tendu entre opposants et quelques centaines de partisans du gouvernement provisoire en passe d'être remaniés. Les regrets de la SNCF pour son rôle dans la Shoah, rôle contraint, souligne le PDG de la compagnie nationale, Guillaume Pépi, une nuance que conteste toujours une partie de la communauté juive. Et puis notez que ce soir, le sénateur Hervé Maurey sera également avec nous. Le groupe centriste est-il victime d'un siphonnage ? Volte-face donc de la Commission des affaires sociales sur la légalisation de l'euthanasie. La proposition de loi a été vidée de sa substance à la suite d'une mobilisation des sénateurs UMP au lendemain de la position hostile prise par François Fillon. Pour autant, un débat aura bien lieu en séance ce soir à 21 h 30. Marie Brémaud. Les détracteurs de l'euthanasie semblent avoir eu raison du texte de loi qui fait polémique au Sénat. Alors que des centaines de personnes pro-life manifestaient ce matin devant la Haute Assemblée, au même moment, la Commission des affaires sociales vidait la proposition de loi légalisant l'euthanasie de sa substance. Les articles de la loi ont été supprimés par la même commission qui avait adopté le texte de loi la semaine dernière. Il y a une seule explication possible. Le gouvernement a donné des consignes et a demandé qu'il n'y ait pas de vague. Ces derniers jours, le gouvernement, François Fillon en tête, n'a pas ménagé ses efforts pour battre le rappel contre le texte. La sénatrice à l'initiative de cet amendement de suppression avance une procédure parlementaire habituelle et réfute avoir coupé court à la discussion. On n'a pas clos un débat, puisque le règlement du Sénat permet au contraire que le débat ait lieu en séance plénière. L'issue du débat laisse peu de place au doute. La loi visant à légaliser l'euthanasie ne devrait pas être adoptée ce soir. Et donc un débat à suivre dans quelques instants sur ce plateau. L'Association pour le droit à mourir dans la dignité que préside Jean-Luc Romero estime que le pouvoir prive les Français d'un véritable débat parlementaire. Le drame de la disparition de Laetitia à Pornic ne peut pas rester sans suite, déclare Nicolas Sarkozy. La récidive n'est pas une fatalité, ajoute le chef de l'État qui va inviter la famille de la jeune fille à lui rendre visite à l'Élysée, cela dès ce soir. Le casier judiciaire du principal suspect, Tony Maillon, porte la trace de 13 condamnations. Écartant toute nouvelle loi décidée en urgence sous le coup de l'indignation, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, annonce qu'il va lancer une réflexion sur l'application des peines et la remise en liberté. Au Sénat, revers du gouvernement sur les peines infligées aux délinquants souffrant de troubles mentaux. Droite et gauche se sont retrouvés aujourd'hui pour diminuer ces dernières. Delphine Girard. Un délinquant souffrant de troubles mentaux est souvent considéré comme particulièrement dangereux, ce qui justifie sa détention prolongée aux yeux de l'opinion publique. Or, selon un rapport sénatorial, 10% des détenus souffriraient de pathologies psychiatriques telles qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont incarcérés. Pour les sénateurs, la peine n'a aucun sens et ils n'ont rien à faire en prison. Les sénateurs proposent donc de diminuer les peines pour les malades mentaux ayant commis des infractions. La proposition de loi prévoit donc une réduction du tiers de la peine encourue dans l'hypothèse d'altération du discernement au moment des faits. En contrepartie de cette réduction d'un tiers de la peine, la proposition de loi sénatoriale soumet la personne à une obligation de soins. Les personnes condamnées, moins fortement peut-être qu'aujourd'hui, et donc le consentement est altéré par une maladie mentale, eh bien ces personnes doivent se voir imposer diverses obligations de soins. Cette proposition de loi a été votée à l'unanimité contre l'avis du gouvernement. Elle doit maintenant poursuivre son chemin législatif par un examen à l'Assemblée nationale.
L'investissement est d'envergure, 10 milliards d'euros pour l'installation d'ici 4 ans de 600 éoliennes au large sur la façade atlantique et la Manche, annonce de Nicolas Sarkozy lors d'un discours à Saint-Nazaire. Le chef de l'État a par ailleurs confirmé le contrat avec la Russie pour la construction de 4 Mistral, dont 2 fabriqués en France. La vente à la Russie de ce Mistral, navire de guerre, passe mal auprès des Américains. Ainsi, le sénateur John McCain s'est dit aujourd'hui fermement opposé à ce contrat. La SNCF reconnaît qu'elle fut un rouage de la machine nazie d'extermination. La compagnie nationale a cédé aujourd'hui à la ville de Bobigny un terrain de la gare d'où étaient partis plus de 20 000 déportés. Le président de la SNCF, Guillaume Pepy, a repris les mots de Jacques Chirac en juillet 1995 lors des commémorations de la rafle du Veldiv. On écoute Guillaume Pepy. La SNCF, entreprise d'État, a été contrainte, réquisitionnée, un rouage dans la machine nazie d'extermination. Nous ne l'oublierons pas. Des questions nous sont posées depuis toujours et fréquemment, ici, ailleurs, aux États-Unis même. Mais qu'on ne s'y trompe pas, nos réponses ne sont pas dictées par les circonstances, nos réponses sont dictées par nos convictions et elles ne datent pas d'hier. Circonstances économiques, voulait dire Guillaume Pepy, puisque la SNCF négocie actuellement la vente de TGV, notamment en Californie. En tous les cas, le débat n'est pas clos pour la communauté juive. Le président du CRIF, Richard Prasquier, fait ainsi observer que les déportés n'avaient reçu ni aide ni soutien de la SNCF. Le Premier ministre russe Vladimir Poutine promet de châtier les coupables de l'attentat à l'aéroport de Moscou hier, quelques 35 morts. La piste des rebelles islamistes du Caucase reste privilégiée par les autorités. Une double manifestation dans le monde arabe aujourd'hui au Caire et à Tunis. Le président Moubarak pris pour cible dans le premier cas, les adversaires du gouvernement provisoire qui avaient aussi leurs supporters dans la rue dans le second cas. Élisée Cardi. Des policiers par milliers, près de 30 000 face aux manifestants. C'est au Caire, en Égypte, où la contestation tunisienne a fait tache d'huile. Des manifestants rassemblés dans plusieurs quartiers du Caire à l'appel de slogans hostiles au régime. Des Abba Moubarak, le président égyptien au pouvoir depuis 29 ans. Le changement est en train d'arriver, malgré la répression. Tout ça, c'est le signe de la fin du régime d'oppression et de corruption. Et ce qui arrive en Tunisie nous montre que le peuple égyptien ne va pas renoncer à sa liberté. Aujourd'hui, la mobilisation populaire a reçu un soutien de poids. Celui de Mohamed El Baradei, prix Nobel de la paix, ancien responsable de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. En Tunisie, berceau de la révolte populaire, la détermination ne faiblit pas. Des milliers de manifestants appelaient encore aujourd'hui à la dissolution du gouvernement de transition, toujours tenu par les anciens caciques du pouvoir. Je dis bien à tout le monde que c'est nous, le peuple, qui avons fait la révolution contre le dictateur. Le dictateur est parti, mais toute sa machine politique est toujours en place. Et les restes de l'ancien régime sont toujours là. Tous ceux de l'ancien gouvernement doivent partir. Ce matin, un appel à la grève générale a été lancé par l'Union générale des travailleurs tunisiens, un syndicat très puissant qui a participé à la mobilisation pour la chute du régime. Et ce soir en Tunisie, le syndicat de l'enseignement du primaire a décidé de mettre fin à sa grève illimitée. Avertissement de Paris, mais aussi de Washington aujourd'hui, au sujet de la formation d'un gouvernement libanais contrôlé par le Hezbollah. La France appelle notamment le nouveau Premier ministre Najib Mikati, ami personnel du président syrien, à se protéger de toute ingérence extérieure. PPDA, biographe, défend son livre sur Ernest Hemingway. La nouvelle version expurgée des pages copiées sur un ouvrage américain arrive chez les libraires demain. PPDA face à Jean-Pierre Elkabbach dans Bibliothèque Médicis, face également aux accusations de plagiat. Tous mes manuscrits sont chez moi, ils sont consultables par qui le veut, première chose. Donc j'ai écrit à la main, écrivant à la main, je fais taper par l'éditeur, et c'est sûr que cette suite d'aller-retour peut entraîner quelques problèmes d'inversion de fichiers, ce qui a été notre cas. Deuxième faute que je confesse, c'est vrai, j'étais au Pakistan pour l'UNICEF, pour une longue mission, lorsqu'on m'a demandé le bon à tirer. Le bon à tirer, ça veut dire
je tamponne, c'est bon, vous pouvez y aller. Et je l'ai fait téléphoniquement, ce que je n'aurais pas dû faire. J'aurais dû attendre mon retour. Mais le livre, on aurait été retardé d'autant. Mais surtout, vous avez dédicacé quelques livres. Eh bien, alors, troisième faute, mais je pense que certains d'entre vous, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais quand on reçoit les livres immédiatement, qui viennent juste d'arriver dans votre maison d'édition, vous les dédicacez. Sans les regarder, sans les relire. Très honnêtement, je ne l'ai jamais fait. De mon côté, jamais. Les dédicaces, jamais. Il ne s'agissait que des exemplaires de presse. Patrick. Et je veux dire, pire que ça, mes amis. Et j'ai été mortifié que mes amis, mes proches, lisent une version qui n'était pas la version définitive. La PPDA s'en va à Confesse, donc émission à suivre vendredi à 22h sur Public Sénat. Le débat sur l'euthanasie, avant d'écouter nos deux invités que je vous ai présentés tout à l'heure, Monseigneur Potvin et Monique Vézinet, présidente de l'Union des familles laïques. Suivons ce reportage de Pierre Bonde-Joseph au sein de la première unité de soins palliatifs en Europe, 80 lits en France, où le personnel soignant accompagne les personnes en fin de vie dans le cadre de la loi Leonetti qui permet aux patients d'arrêter ces traitements. On a droit à un bisou ce matin? Non, c'est la grève du bisou. Depuis son arrivée, l'état de cette femme s'est dégradé sur son lit. Les yeux tournés au plafond, elle n'entend plus, ce qui n'empêche pas Julia de lui parler pendant la toilette. C'est absolument nécessaire d'indiquer au malade ce qu'on lui fait comme soin. Je vais rafraîchir votre visage. Vieux, jeunes, chaque année, 1100 personnes passent dans cette unité de soins palliatifs de 80 lits. On vient ici soulager des douleurs dues à un traitement très lourd ou bien finir sa vie. Et l'euthanasie revient souvent dans les discussions. Il y a des gens qui disent que oui, ça se pratique clandestinement, on le sait très bien. C'est interdit en France. Je suis infirmière pour soigner les gens et les accompagner, mais absolument pas pour prodiguer la mort. Voilà, c'est ça la douleur, puis faire un peu le point. Ça tire et ça me fait un peu mal. Voilà 20 ans que le docteur Dérouville soulage les patients en fin de vie. Et bien prise en charge, la douleur peut s'effacer et offrir un répit aux malades. Auparavant, on avait par exemple la morphine, puis la morphine seule. Et la morphine seule, quand elle avait des effets secondaires, on ne pouvait pas passer à un autre médicament. Aujourd'hui, on a la possibilité de passer de molécule à molécule. Un répit utile pour cette patiente qui veut profiter de sa vie jusqu'au bout. Pour moi, la vie est précieuse. On ne choisit pas le moment où l'on est et on ne choisit pas non plus le moment où on meurt. Pour ce praticien aguerri, la loi de 2005 dite Leonetti permet d'éviter l'acharnement thérapeutique. Légaliser l'euthanasie serait s'exposer à des dérives. On n'a pas trop les moyens de les soulager. On ne donne pas trop les moyens aux équipes de les soulager. Finalement, c'est assez facile. Pour soulager la souffrance, on abrège la vie. Mais la maison Jeanne Garnier à Paris reste une exception dans le paysage médical français où les soins palliatifs demeurent largement inaccessibles pour beaucoup. Voilà, la maison Jeanne Garnier, donc dans le 15e arrondissement à Paris. Vous connaissez cet établissement tous les deux. Monseigneur Potvin, donc porte-parole de la conférence des évêques de France, et Monique Vézinet, présidente de l'Union des familles catholiques. On a donc vu... Laïque, pardon, des familles laïques, pardonnez-moi. La loi Leonetti, on vient de rappeler, elle date de 2005 et elle est encore mal connue. Elle encadre le laisser mourir. Faut-il aller plus loin, selon vous, Madame Vézinet? Bien d'abord, une petite réaction au sujet des soins palliatifs que nous venons de voir. Il ne s'agit pas d'opposer une libéralisation de l'euthanasie aux soins palliatifs. Les soins palliatifs sont une excellente chose. Simplement, il est à craindre, surtout dans le contexte actuel de casse, de privatisation de l'hôpital public, que les unités de soins palliatifs se réduisent et que de toute façon l'accès à ce type de soins soit réservé à une minorité de personnes. Et par ailleurs, les soins palliatifs ne s'adressent pas à tous les cas de difficultés ou de souhaits. Ça ne peut pas être la seule et unique réponse pour Absolument. vous. Très bien. Monseigneur Potvin, votre point de vue? J'ai perdu un ami cette nuit. Il était en soins palliatifs et pendant des semaines, il oscillait entre le vouloir mourir et le vouloir vivre. En 25 ans de prêtrise, j'ai rencontré de très rares situations de détermination unilatérale
à désirer une fois pour toutes ce que l'on appelle l'euthanasie. Je suis impressionné par cela et ce soir, si je suis à ce micro, c'est au nom de toutes ces personnes qui souffrent. Madame Vézinet vient de redire toute la valeur des soins palliatifs. Moi, je représente ici ce soir une tradition qui les défend, qui veut les promouvoir et qui regrette qu'ils ne soient pas assez développés. Car le problème, vous l'avez souligné tout à l'heure, 68% des Français ignorent même, au moment où nous parlons d'une éventuelle autre loi, ignore même l'existence d'une loi Leonetti qui va à l'encontre de l'acharnement thérapeutique. Nous sommes bien sûr, nous aussi, contre cet acharnement thérapeutique. Mais vous êtes favorable au droit au laisser mourir, donc au terme de la loi Leonetti. Dans cet accompagnement palliatif, dans cette humanisation, mais par contre, ce que nous déplorons, c'est le manque de moyens, et là je rejoins tout à fait le propos de Madame Vézinet sur ce manque de moyens. Vraiment, quand on est rendu dans une région comme le Nord-Pas-de-Calais à seulement 500 lits pour 4 millions d'habitants, le gouvernement évoque les 10 lits pour 100 000 habitants. Alors je ne sais pas bien ce que recouvre la statistique, je suis pas là ce soir pour une expertise, mais j'aimerais quand même voir de près ce que sont les besoins. Ils sont immenses. Même dans les pays où l'euthanasie est légalisée, les soins palliatifs sont boostés. Il y a une demande de la population. Fondamentalement, pourquoi est-ce que vous vous opposez à la légalisation de l'euthanasie? Tout simplement parce que nous estimons dans à la fois notre réflexion profonde sur l'homme, sur la souffrance, dans l'accompagnement de ces personnes, que justement, si la volonté n'est pas déterminée une fois pour toutes, il y a un respect profond qui s'impose d'accompagner jusqu'au bout la personne dans ce qu'elle est appelée à vivre, mais bien sûr en allégeant le plus possible ses douleurs. L'ambiguïté, c'est que souvent, on a cru que nous étions, nous les religieux, pour je ne sais quel acharnement, et que nous ne proposions pas du tout d'alternative, alors qu'il est évident que nous plaidons pour ces soins palliatifs. J'ai été vice-recteur de l'Université catholique de Lille, elle a été pionnière en soins palliatifs, pionnière. Madame Vézinet. Bon, encore une fois, les soins palliatifs ne suffisent pas. Il faut prendre en compte le citoyen éclairé, celui qui, dans sa singularité, sa liberté de pensée et d'action, arrive à la conclusion de ce souhait de mettre fin à sa vie. Alors, bien sûr, il peut y avoir des retours en arrière, mais les propositions sérieuse analyse cette prise de décision et demande qu'elle soit réitérée. Il y a finalement le processus des directives anticipées qui doit être pris en compte. On donne la possibilité aux malades de prévenir par avance qu'il demandera que l'on pratique sur lui le geste médical qui l'amènera à mourir. Pour le moment où il ne sera plus en mesure de le redemander, ce soin peut être délégué soit à des médecins, soit à des proches. Mais les médecins ne devraient pas être les seuls dépositaires de cette responsabilité. L'entourage familial. Monseigneur Podmas, est-ce que vous y voyez un risque? Mais bien sûr, moi je dirais aussi que je me permets quand même de rappeler que c'est pas qu'une affaire là, de religieux ou de conception philosophique. Le corps médical n'est pas du tout unanime sur le sujet. Quand un docteur Leonetti s'exprime, le docteur Cazin, qui est un éminent hématologue, qui s'exprime sur le sujet, la classe politique elle-même n'est pas unanime, parce que là, dans le reportage tout à l'heure, on présentait un peu les clivages politiques traditionnels, mais vous avez pu constater durant toute la journée à quel point cette question est transversale. Quand on entend M. Badinter, quand on entend Ségolène Royal, forcément droite-gauche, oui, c'est pas droite-gauche. Religieux contre laïque d'ailleurs. Mais néanmoins, Mme Vézinet parle du droit des malades de disposer de leur vie, donc de leur mort. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Le droit je dis que de l'individu. Le droit d'être accompagné, qui est fondamental. C'est le droit de décider de sa mort. Oui, mais justement, cette décision de disposer de sa mort, nous y opposons parce qu'elle devient très vite extensive pour des personnes vulnérables. Et combien de philosophes, combien de personnes et de médecins la redoutent aussi. C'était redit par des membres du corps médical. Robert Badinter lui-même s'exprime là-dessus. Dans le risque que le plus vulnérable, justement, des hommes sur cette terre ne soit pas respecté si on rend trop extensif ce droit. Et en plus, je me permets quand même de rappeler que depuis plusieurs jours, on nous parle de la mort douce. J'aimerais savoir ce qu'est la mort. La mort n'est jamais douce. Comme prêtre, je vois mourir quantité de personnes. La mort n'est jamais douce. Alors, nous avons à l'accompagner
comme nous le pouvons, elle est toujours quelque chose d'extrêmement cruel, d'extrêmement dur. Et c'est bien ça qui, là, ce vous soir... vous adressez à Monique Vézinet, vous lui dites cela, et quelles que soient ses convictions, son absence de conviction religieuse. Mais dans le respect le plus grand de ce que représente Monique Vézinet ce soir, et mais évidemment dans toutes les traditions qui sont les nôtres. Nous avons entendu tout à l'heure dans le reportage en unité de soins palliatifs une dame dire on ne choisit ni le lieu ni le moment de sa mort. Voilà une phrase qui paraît frapper au coin du bon sens. Mais justement, les choses évoluent. La société aujourd'hui donne des moyens de conseil, d'encadrement par le corps médical et au-delà du corps médical par la société à ceux qui sont en fin de vie. Pourquoi ne pas leur laisser la possibilité, une certaine possibilité de choix, fût-ce par avance, fût-ce au dernier moment, en préservant bien sûr les possibilités de rétractation. Il faut vraiment, je crois, éviter les positions a priori, les dogmes. Et en tant que laïque, ce sont des valeurs, c'est une valeur accordée à la vie qui me semble hypostasiée. Et en tant que laïque, je ne combats pas les convictions religieuses personnelles, je combats plutôt l'influence donnée au corps constitué religieux dans le champ du débat citoyen. Je vous rassure ce soir quant à l'influence et quant à la force que je peux représenter. Elle est vraiment humble et pleine de paix ce soir, et dans ce souci justement que le débat, puisque débat, le mot a été prononcé, que le débat puisse être serein. Le président de l'Office national de l'Observatoire de la fin de vie, monsieur Dr Aubry, demande d'ailleurs qu'on ne tranche pas ce genre de questions sur des sondages, mais sur le regard sur les pratiques concrètes. Et fondamentalement, est-ce qu'on peut trancher ce débat lors d'un échange parlementaire dans l'hémicycle, que c'est ce qui va être abordé ce soir, à 21h30 ? Qui mieux que les parlementaires peuvent faire remonter les points de vue de toutes les catégories de la société. C'est une question qui a déjà été portée dans une autre assemblée, à l'Assemblée nationale. Il semble quand même que la force de l'opinion mûrisse et porte de plus en plus ce sujet. Alors sur la force de l'opinion, vous allez pouvoir juste dire un mot, parce que c'était la question du nouvelobs.com. Notre partenaire, faut-il légaliser l'euthanasie ? Alors, question posée ainsi, la réponse donne cela. Oui à 81%. Un mot l'un et l'autre peut-être sur justement les sondages que chaque camp met en avant, et avec des réponses souvent bien différentes selon la question, Monseigneur Potvin. Mais je considère qu'on ne légifère pas à coup de sondage, parce que si on interrogeait dans les minutes qui viennent les Français sur faut-il bouter les étrangers hors du territoire, faudrait-il alors légiférer la mise hors du territoire des étrangers? J'ai ici un sondage qui dit 60% des Français préfèrent le développement des soins palliatifs à la légalisation d'euthanasie. Hospimédia. Alors nous allons aller de sondage en sondage. Le sujet est suffisamment grave pour ne pas décider politiquement les choses à coup de sondage. Madame Vézinet, un mot pour conclure. Oui, simplement, effectivement, les sondages peuvent être sollicités dans tous les sens, mais on voit bien, dans des cas limites comme celui de Chantal Sébir, que l'opinion comprend et est prête à de nouveaux textes. Merci. Débat donc en séance ce soir à 21h30 et nous accueillons maintenant Hervé Moret, sénateur centriste de l'Eure. Il va d'ailleurs nous dire quel sera son vote ce soir, mais nous évoquerons également avec lui l'avenir au Sénat du groupe Union centriste, victime de prédation selon le mot utilisé hier par Jean Arthuis. Thomas Raguet. Pas de président ce matin à la réunion du groupe centriste du Sénat. Après la nomination surprise de Nicolas About vendredi dernier comme membre du CSA, les sénateurs font mine de s'étonner de ce départ soudain. On peut imaginer que certains parmi nous aient envie de réorienter leur carrière. Ça, c'est une hypothèse qu'on peut aussi retenir. Mais il y a une probabilité, oui, pour que les compositions politiques, dans la perspective des futures élections sénatoriales, aient joué un rôle dans le cas particulier ou dans d'autres cas. Pour les sénateurs centristes, cela ne fait aucun doute. Pourtant, après les nominations de Christian Godin et Pierre Fauchon à diverses responsabilités, celle de Nicolas About vient renforcer les soupçons de tentative d'affaiblissement du groupe. Peut-être que le groupe UMP un peu affaibli cherche aussi à affaiblir le groupe centriste. C'est aussi peut-être la velléité de libérer des places pour des nouveaux arrivants qui auraient dans le groupe UMP quelques ambitions sur les sénatoriales. En septembre, chaque voix comptera pour élire le nouveau président du Sénat.
Or, ces sénateurs sur le départ ne seront pas remplacés à temps pour certains, quand d'autres l'ont déjà été par des suppléants plus proches de la majorité. Bonsoir Hervé Moret. Bonsoir. Alors une prédation, dit donc Jean Arthuis. Qui est le loup? Écoutez, je ne sais pas s'il y a prédation ou pas, mais on observe effectivement qu'il y a des nominations qui se succèdent et qui touchent prioritairement les membres du groupe de l'Union centriste. Et c'est ainsi que le groupe de l'Union centriste a quand même perdu 3 de ses membres en quelques semaines.